Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. J'ai le grand plaisir de vous accueillir à l'une de ces sessions parallèles de notre deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement global. L'intitulé de cette session est Gestion holistique de l'eau 2. Le modérateur est M. Cordeiro, directeur général de l'Agence nationale de l'eau et de l'assainissement du Brésil. M. Cordeiro, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à tous. Pour nous ici en Amérique du Sud, c'est très tôt le matin. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation d'Omega de l'invitation. J'ai l'honneur, en fait, de pouvoir participer, de pouvoir coordonner cette session si importante sur la gestion holistique de l'eau, sur la gestion de l'eau en ville. C'est une thématique d'actualité, surtout quand on considère le cadre de changement climatique. Nous aurons aujourd'hui ici la présentation de 4 expériences de gestion de l'eau en ville ou en agglomération. Tout d'abord, nous aurons une première présentation par Florent Kazi. Attendez là. Oui, voilà. Et par Laurence Breus sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable de l'Île-de-France. Nous aurons aussi, après, une présentation sur les enjeux de la politique de l'eau dans l'aire métropolitaine de Buenos Aires. Ça sera présenté par Mélina Tobias. Et la troisième présentation, faire de l'eau une ressource pour l'aménagement, articuler les pluviales à la politique urbaine d'une métropole, le cas d'Aix-Marseille-Provence, sera présenté par Thierry Métro. Et finalement, une quatrième présentation, faire de l'eau de pluie une ressource utilisable dans le mégapole, présentée par Joshua Gallegos. Chaque expérience disposera de 15 minutes pour la présentation. 1 minute avant la fin du temps, en fait, je ferai signe. Et on aura après 20 minutes de débat, des discussions à partir en fait, des questions posées par ceux qui nous suivent. Je pense, je m'excuse d'abord, j'ai eu des problèmes de connexion, mais je pense qu'on pourrait de toute façon avancer de cette façon-là. Ainsi, j'invite déjà la première présentation, la sécurisation de l'alimentation en eau potable de l'Île-de-France. C'est Florence. Voilà. Bonjour. Merci, Oscar. Donc, normalement, il y a Florent. En fait, c'est une présentation à 2 voix. Oui, bonjour tout le monde. Florent Kazi. Donc, moi, Laurence Bréus, je représente le syndicat d'eau potable Aquavesc, qui se trouve dans les Yvelines, donc autour de Versailles, la plaine de Versailles, et une partie des Hauts-de-Seine, donc tout l'ouest de Paris. Et Florent? Moi, je représente Sénéo, pareil, une structure publique, un syndicat production et distribution d'eau potable. Et nous, notre périmètre, c'est la moitié nord des Hauts-de-Seine, autour de La Défense, à l'ouest de Paris. Voilà. Merci. Donc, nous intervenons tous les deux au nom d'un groupement de commandes que nous avons monté. Donc, c'est une première. Donc, nous sommes les 4 principales autorités organisatrices en Île-de-France. Donc, ça comprend la ville de Paris, le CEDIF, qui est un grand syndicat d'eau potable autour de Paris, Sénéo, donc représenté par Florent, et Aquavesc par moi-même. Donc, c'est un groupement qui s'est associé en 2018 pour lancer une étude assez ambitieuse qui vise à conduire une vision globale sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable, donc à l'échelle de toute l'Île-de-France interconnectée. Donc l'idée, c'est vraiment
d'avoir une idée de la résilience de toutes nos installations relatives à la distribution de l'eau potable pour voir si on était en capacité de résister à certaines difficultés majeures qui peuvent intervenir. Donc voilà, ces 4 autorités, c'est une première. Et donc, on voulait voir un peu notre réactivité face à des scénarios de crise que Florent vous décriront après. Donc, le premier travail, ça a été d'identifier les aléas et les différents scénarios de crise de l'ampleur de la région Île-de-France qui pouvaient survenir. Donc, le but a été de proposer des pistes d'action. On a bien sûr missionné un bureau d'études qui nous a aidés dans cette démarche. Et donc, la première étape, bien sûr, ça a été de faire un état des lieux de nos installations, des interconnexions existantes, c'est-à-dire qu'on peut se secourir mutuellement sur des échanges d'eau potable. Et donc, tout ceci a été assez bénéfique. Et donc, depuis 2018, on y travaille et l'étude est encore en cours. Voilà, sur la slide suivante. Donc, on vous a donné quelques repères chiffrés. Donc, nous représentons à peu près 194 communes, donc ce qui est déjà intéressant à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, les 4 autorités que je vous ai citées, 7,8 millions d'habitants. Donc, ça a peut-être augmenté depuis le 2018, mais ce sont les chiffres de cette année. Nous distribuons 546 millions de mètres cubes d'eau, donc en 2016, pardon. 473 millions d'eau potable consommées par les usagers de nos 4 autorités organisatrices. Voilà, on a 11 usines de production d'eau potable, donc qui sont réparties équitablement donc auprès des rivières principales qu'on vous citera, donc principalement la Seine et la Marne. Et donc, la capacité de production est de 2,8 millions de mètres cubes. Donc, c'est déjà très représentatif par rapport à tous les distributeurs d'eau en Île-de-France. Là, maintenant, je vais vous parler du contexte. Donc, la première étude, on a considéré que c'était une première victoire parce qu'on n'avait jamais réussi à faire d'études groupées à 4. Voilà, donc Aquavest s'est proposé comme porteur, mais d'un point de vue administratif, pour porter l'organisation des études, des demandes de subventions. Donc, notamment, l'Agence de l'eau nous a beaucoup aidé sur cette opération. Mais effectivement, c'est vraiment un travail à 4 de façon totalement équitable et toutes les décisions sont prises en commun. Voilà, donc c'est effectivement déjà une première réussite. Il n'y avait pas forcément ces habitudes auparavant. Donc, cette première étape de travailler à 4 est déjà très intéressante. Donc, les différents niveaux de systèmes de sécurité d'alimentation d'eau potable ont été analysés. On considère actuellement qu'ils sont déjà très élevés. En fait, on a déjà un bon niveau de sécurité grâce aussi à nos délégataires. Certains contrats sont installés, notamment avec Veolia, avec Suez, donc les grands majors de l'eau. Et donc, on sait qu'on a des capacités de production importantes sur le réseau. Il y a assez peu de dysfonctionnements. On a quand même des interconnexions. Le maillage est déjà bien réalisé. Et donc, finalement, c'était quand même intéressant de pouvoir tester et de voir qu'on était en capacité de se secourir relativement facilement. Malgré tout, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Notamment, il peut y avoir des dysfonctionnements sur le réseau, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des pollutions, voire des attaques sur le système informatique, par exemple. Donc voilà, tout ceci a été analysé. On considère également que la zone interconnectée, il y a une partie des usines de production qui appartiennent à des autorités publiques, donc celles que je vous ai citées, qui sont aussi nos délégataires. Donc voilà, il y a certains réseaux qui appartiennent encore à des groupes privés. 65% de l'eau vient de la surface, c'est-à-dire une prise d'eau en Seine ou en Marne. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des forages, par exemple sur Aquavest, qu'on prélève au niveau de la nappe. Mais malgré tout, l'eau provient de la Seine et est réinfiltrée dans la nappe. Et puis, il y a d'autres autorités organisatrices qui, elles, prélèvent directement de l'eau en Seine, passent en traitement et distribuent à l'usager. Voilà, donc la plupart des usines ont malgré tout des périodes de vulnérabilité, par exemple au risque d'inondation au niveau des rivières, ça peut arriver, donc des pollutions en Seine ou en Marne qui durent de façon ponctuelle. Et il peut y avoir aussi des risques pollution. Et puis, il peut y avoir des sécheresses ponctuelles. Ça tient compte, en fait, de tout le changement climatique qui peut aussi interférer sur la bonne gestion de nos organisations. Voilà, malgré tout, on peut se secourir grâce aux interconnexions.
Et donc, on va passer au scénario de crise. Donc, en termes d'occurrence et d'impact, il y a deux principaux types de crises qu'on a pu identifier au cours de nos investigations. Donc, la principale, c'est le risque inondation, donc au niveau de la Seine ou de la Marne. Et puis, évidemment, il y a la pollution chimique, alors qui peut venir d'usines, de péniches, par exemple, qui peut déverser des produits, enfin, de toutes sortes de pollution. On a laissé le champ assez large. Et puis, on a également considéré deux autres scénarios de crise. Une pollution radioactive, qui malgré tout pourrait survenir, donc par exemple suite à un accident nucléaire, et également une sécheresse qui pourrait avoir un fort impact sur la ressource, donc sur les rivières. Et donc, on sait que c'est un scénario qui ne peut pas être écarté, notamment dû au changement climatique. Et là, je vais laisser Florent dérouler les différents scénarios de crise. Merci Laurence. Donc moi je vous présente surtout en fait la menace principale qui risque de toucher, je dirais, le plus grand périmètre. C'est le scénario des inondations. Il faut savoir qu'historiquement en fait, les usines de production d'eau potable ont été placées plutôt au bord des fleuves par souci, je dirais, presque d'efficacité pour pouvoir prélever l'eau du milieu naturel facilement. Ce qu'on a étudié dans ces scénarios, ce sont des scénarios que nous, on appelle des R1 ou du R1,05. Cette notion-là de R1 fait écho à une crue qui a été très importante en région parisienne, qui est la crue dite de 1910. Donc, le scénario R1 correspond en fait à 100% du débit du cru de la Seine et le R1,05 à 105% du débit de la crue de 1910 de la Seine. Ce qu'il faut retenir de façon extrêmement synthétique, c'est que pour le scénario R1, les services, les quatre autorités de l'eau peuvent a priori tenir, mais avec un besoin d'entraide. Et pour le scénario R1,05, c'est là où on commence à voir des services qui se dégradent, voire arrivent à un moment très critique. Ce qui ressort aussi dans ces conclusions-là de cette étude, c'est que la ville capitale de Paris continuerait à être alimentée jusqu'au R1,15, mais ne pourrait plus venir en aide à ses voisins. Merci. Pour continuer, slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Ce qu'on a pu identifier comme action, parce que donc cette étude-là s'est basée évidemment sur un constat partagé, et, entre guillemets des audits de capacité en cas de crise partagés aussi, nous avons identifié plusieurs actions qui seraient bon de mettre en place. La première chose, c'est la création d'une instance, ou en tout cas d'un lieu de travail commun, ce qui nous permettrait d'échanger sur, par exemple, les programmes de travaux, sur nos grosses infrastructures et sur nos moyens de secours à disposition. Enfin, ce serait aussi un lieu vraiment intéressant et opérationnel pour coordonner en termes de communication, coordonner nos actions et éventuellement nos réponses face à d'éventuelles crises médiatiques. Pour partager avec vous l'expérience de la crise Covid, de la crise sanitaire. Le premier confinement, en tout cas en France, qui a eu lieu de mars jusqu'à mai 2020. Nous avons donc, comme tous les grands services, nous sommes rentrés en plan de continuité d'activité, donc avec une assurance, je dirais, de fourniture de l'eau potable, mais dans des conditions, j'ai presque envie de dire, minimalistes en termes de travaux et de maintenance. Donc cette instance-là, même si elle n'existe pas encore aujourd'hui concrètement, elle existe de façon informelle. Et pendant ce premier confinement, ça a été l'occasion d'en voir toute la pertinence, parce qu'on a pu partager l'état de nos installations, nos capacités à produire et à distribuer, et surtout, comme souvent dans les scénarios de crise, il y a la crise, mais il y a aussi le post-crise, c'est-à-dire le retour à la normale, si on peut dire ça dans le cas de la Covid. En tout cas, pour nous, c'était la question des maintenances qui n'avaient pas pu se faire au deuxième trimestre 2020, voire le premier trimestre, et qui auraient dû, ou en tout cas qui étaient projetées ou reportées à l'été 2020.
Bien évidemment, mettre en maintenance tout le système interconnecté que vous a présenté Laurence. En même temps, créer en fait un risque de fragilité en cas, peu importe, hein, de crise supplémentaire ou de programme de maintenance qui pouvait éventuellement aussi déraper un peu dans le délai. Dans les délais. Donc, ce qui nous a permis aussi de mieux organiser nos programmes de maintenance et de réétaler nos maintenances et nos travaux qui n'avaient pas pu être faits au premier semestre 2020 sur un calendrier plus long et pas uniquement à l'été 2020 pour justement être en capacité d'entraide entre nous. Et évidemment, dans cette instance-là, tout l'intérêt serait d'avoir les 4 autorités organisatrices publiques, ainsi que, comme vous l'a présenté Laurence, les deux opérateurs privés que sont Suez et Veolia. En termes d'autres actions à faire, il y a la mutualisation des données de surveillance de la Seine et de la Marne. Évidemment, aujourd'hui, chacun surveille, si vous permettez l'expression, son petit bout de fleuve. Nous sommes tous reliés par ce ruban bleu qui s'appelle le fleuve, la Seine ou la Marne. Donc évidemment, plus pour les producteurs d'eau que nous sommes, plus nous avons en amont un partage et une connaissance des pollutions ou des incapacités à prélever l'eau, mieux ce sera. Cette mutualisation des données reste à faire. Sur les actions identifiées qui continuent, qui restent à faire ou à développer, nous avons aussi construit ensemble, ou tenté de construire, peut-être on pourrait le dire comme ça, un modèle hydraulique de la zone interconnectée. Ça, c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux, j'y reviendrai un peu en conclusion, que nous avons partiellement réussi pour des raisons diverses et variées. Il n'empêche que ce modèle, donc aujourd'hui, est un peu plus restreint que ce qu'on avait imaginé en termes de périmètre, mais il reste somme toute très intéressant parce qu'il donne des informations sur les capacités notamment d'échange. Alors, en modèle informatique, donc qui nécessite après des plans d'essai, des phases sur le terrain d'essai. Et donc, ces capacités théoriques d'échange ont été quantifiées. Et pour certaines d'entre elles, il y a même eu des exercices ou des essais d'échange pour caler le modèle ou en tout cas en mesurer, je dirais, sa robustesse. Ce qui est prévu également, si on y arrive et si le contexte global nous le permet, c'est de faire un exercice de crise sur le terrain, un exercice d'entraînement, et on aimerait bien le réaliser cette année. Ensuite, on a aussi une étude qui va démarrer cette année sur la connaissance du réel besoin en eau durant les inondations. Ça, c'est un point, je dirais, qui est apparu rapidement pendant l'étude. Ça a été de se dire, d'accord, quand il y a des inondations, il y a la question de la capacité à produire et à distribuer de l'eau, mais il y a aussi, je dirais, l'autre bout du tuyau, si vous me permettez cette expression, qui est de savoir, mais combien est-ce que nous aurons de consommateurs d'eau ? Voilà, dans nos milieux urbains très denses, il y a des vraies questions, on la voit aussi avec les épisodes de confinement, et la ville de Paris, avec son opérateur public, pourrait en parler. La question des consommations pendant un temps de crise, aujourd'hui, fait partie un petit peu des grandes inconnues. Voilà, on ne sait pas si nous aurons tous nos usagers. On suppose que non, il pourrait y avoir des redistributions, je dirais, via des services de sécurité ou de protection, parce que voilà, zone inhabitable, mais il peut y avoir aussi une sorte de migration, le temps, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas de déplacement des usagers vers des lieux un peu plus éloignés, et donc en dehors de nos périmètres. Pour conclure, en passant à la dernière slide, donc cette étude est quand même un véritable gros challenge, c'est vraiment un an, enfin c'est quelque chose qui ne s'est pas vu entre nous 4 pour plein de raisons qui sont à la fois des raisons administratives, techniques et des fois peut-être aussi politiques. Mais nous avons réussi. Aujourd'hui, ce bureau commun de travail existe. On a évidemment rencontré des difficultés. J'ai envie de dire, on le savait un petit peu, mais là, on les a réellement mesurées. Ces difficultés, en fait, elles sont de 2 ordres, je dirais. La première, ça a été de mettre autour de la même table, dans nos cultures, je dirais, administratives françaises, à la fois des opérateurs ou des autorités publiques et des autorités privées. Et la deuxième difficulté a été d'imaginer le scénario de crue, voilà, le R1.15, comme on a dit, on pourrait aller jusqu'au R1.4. Bon, encore une fois, la crue de 1910 et la prochaine, je vous laisse imaginer comment le
le profil urbain francilien a changé. Donc, quel sera l'impact d'une crue 1910 sur le territoire francilien aujourd'hui? Bon, certaines études tentent de l'essayer, d'essayer de le mesurer, mais ça reste encore compliqué. L'écueil qu'on rencontre aujourd'hui, mais je dirais qui est un petit peu malgré nous, hein, c'est que voilà, l'époque est assez difficile pour les rencontres, pour ce genre de travail-là, avec bon, c'est le contexte sanitaire, et puis de façon pas tout à fait accessoire, il y a des enjeux de territoire entre deux des partenaires qui font que c'est difficile ça reste un petit peu complexe de travailler, de continuer à travailler ensemble quand deux partenaires voilà, voient leurs frontières basculer d'un côté ou de l'autre. Mais bien évidemment, on garde tous la même volonté et la même, je dirais, ambition et envie de continuer à travailler ensemble parce que c'est un enjeu où Laurence vous a présenté les chiffres qui est absolument majeur pour nous tous et pour nos usagers. Merci. Bon, merci à vous. J'invite alors, on aura en fait un débat après, mais j'invite Melina Tobias de l'Université de Buenos Aires, de la faculté de sciences sociales, pour présenter l'expérience de Buenos Aires. Est-elle là? Melina? My name is Melina Tobias, and I will be presenting the paper that I wrote on the challenges of water policy in the metropolitan area of Buenos Aires. First of all, I'd like to thank to the organizers of the Congress, the rest of the panelists with whom we shared the session, and all the participants. Unfortunately, due to the session schedule and the time difference between Paris and Argentina, I will not be able to do a live presentation. I hope the recording video is clear, and any questions or queries, you will find my email towards the end of the presentation, so you can write me. In order to respect the 15 minutes given, I begin with the exposition. Well, the general aim of this paper is to analyze the implementation challenges of water and sanitation policy in the metropolitan area of Buenos Aires over the past decade. Specifically, we are interested in focusing in two dimensions of analysis. On the one hand, the institutional axis centered on the study of modifications in the scenario of territorial actors in charge of water management since the creation of the public water company, Agua y Saneamiento Sociedad Anónima, AISA, and the Matanza-Riachuelo River Basin Authority, ACUMAR. On the other hand, the environmental axis dedicated to analyze the controversies generated by different visions exposed by these two organizations and the importance that acquired the view of Désolé, l'interprète était sur le mauvais canal et présente toutes ses excuses. Donc, en résumé, l'oratrice a dit jusqu'à maintenant qu'elle va parler des principaux défis qui se sont fait sentir pendant les 10 dernières années, depuis donc la création notamment de la Compagnie des eaux, AISA, et de l'autorité de bassin, ACUMAR. Donc, l'approche théorique part de l'écologie politique de l'eau en regardant donc la notion de territoires hydrosociaux, notion qui permet de mettre en lumière la dimension territoriale des liens entre activités humaines et processus physiologiques. Alors, l'interprète voudrait préciser que l'oratrice est en train de donner lecture à grande vitesse d'un texte qu'il n'a pas sous les yeux. Il a simplement le transparent comme les participants, mais il va essayer de résumer tant bien que mal ce texte qu'il ne voit pas donc. Nous avons également mis en œuvre une approche fondée sur les politiques publiques et sur les conflits ou contradictions qui peuvent être inhérents à l'action des acteurs concernés. Il y a un certain nombre de tensions qui peuvent exister dans le cas présent, par exemple entre AISA et ACUMAR, la Compagnie des eaux, et l'autorité
deux bassins avec des divergences sur l'identification des mesures à mettre en œuvre et des priorités. Nous avons adopté une approche méthodologique avec une série d'entretiens avec différents acteurs concernés, en nous appuyant également sur la documentation technique disponible. Alors, la zone métropolitaine de Buenos Aires, donc MABA d'après le sigle anglais, est la mégapole qui est au 3e rang en termes de taille en Amérique latine, et elle regroupe la ville de Buenos Aires, CABA d'après son sigle anglais, ainsi que 24 municipalités de la province de Buenos Aires, PBA. Il y a 3 grands bassins versants, notamment le Matanza-Riachuelo, sur lequel nous allons revenir, et nous constatons que c'est dans cette zone du MABA, donc de la zone métropolitaine de Buenos Aires, que se concentre une partie importante du PIB de la région. Il y a une abondance de ressources en eau. Malheureusement, la couverture en termes de services n'est pas complète, puisqu'il s'agit de 76% pour le service de l'eau et de 57% seulement pour l'assainissement. Le MRB, à savoir donc le bassin du Matanza-Riachuelo. Le MRB donc est un territoire qui regroupe la partie méridionale de la ville de Buenos Aires, le sud de la ville, et 14 municipalités de la province, dont 10 se trouvent donc dans cette zone métropolitaine avec environ 8 millions d'habitants. Les principales sources de pollution sont de sources industrielles non traitées et issues également des ménages. Il y a donc nécessité de remédier à ces problèmes de rejet de polluants. S'ajoute au rejet industriel et domestique un certain nombre de décharges de pesticides, de fongicides et d'herbicides qui sont liés donc de façon traditionnelle aux activités d'agriculture et d'élevage. Ces dernières années, la politique de l'eau est devenue plus visible et plus dynamique avec l'émergence depuis donc 2006 de deux nouveaux acteurs pour la renationalisation tout d'abord de l'eau et de l'assainissement, la création de l'AISA pour remplacer donc le concessionnaire français qui était l'opérateur auparavant, Aguas de Argentina, comme il s'appelait. Et nous avons donc simultanément, toujours en 2006, vu la création de l'autorité de bassin, donc du Matanza-Riachuelo, qui s'appelle ACUMAR. Le domaine regroupé donc pour le territoire de l'ACUMAR porte sur 3 des juridictions que l'oratrice évoquait tout à l'heure. Le plan directeur vise à améliorer la qualité de l'eau de la rivière, mais également la qualité des services fournis aux habitants. Un certain nombre de points d'intérêt particuliers se sont fait jour au fil de la mise en œuvre de ces projets. On peut notamment s'interroger sur l'articulation ou la mise en tension des politiques sectorielles
par rapport à d'autres contextes ou d'autres acteurs, avec notamment cette dimension axée sur l'environnement et sur le caractère durable. Je cherche donc à essayer de mieux cerner les tensions et les points de vue respectifs de ces deux acteurs, Aïssa et Akumar. Le plan directeur de l'AISA a été créé en 2007, l'objectif étant de promouvoir un meilleur accès aux services de l'eau pour plus d'1,5 million d'habitants et aux services d'assainissement pour plus de 3,5 millions d'habitants, avec un certain nombre de sources de financement nationales, mais également internationales, la Banque internationale de développement, la Banque de développement d'Amérique latine, la Banque mondiale. Nous avons vu donc un certain nombre de financements accordés pour la mise en œuvre de ces projets de développement afin d'élargir la couverture dans le Grand Buenos Aires et d'améliorer également la qualité de l'eau dans le Matanza Riachuelo. Il y a une dimension assainissement, travaux d'infrastructure et une dimension réduction de la pollution industrielle. Actuellement, l'AISA bute sur les limites de ce qu'elle est en mesure de faire et à partir de là, des projets sont mis en œuvre. Vous voyez sur le plan, en haut à droite en rouge, le collecteur riverain qui doit être construit pendant cette période et en 2014 également une installation de traitement des rejets pour améliorer donc la protection des eaux du fleuve. Alors, nous l'avons vu, il s'agit d'améliorer le service fourni, mais également la qualité des eaux, donc des Matanza et Riachuelo, conformément à une décision de 2009 de la Cour suprême. La décision a été prise d'agir pour réduire les rejets de polluants dans les eaux du fleuve. Il a donc fallu mettre en œuvre des mesures d'adaptation, de reconversion, mais également élargir la couverture, renforcer les infrastructures. S'ajoute à cela l'aspect assainissement, donc avec des financements de la Banque internationale de reconstruction et de développement. Un collecteur rive droite a également été développé pour mieux capter les effluents et pour permettre donc de capter des rejets qui auparavant étaient purement et simplement rejetés. Dans le Rio de la Plata, en évitant donc que ces rejets ne soient donc libérés dans les différents cours d'eau qui débouchent dans le Rio de Plata.
il a fallu donc mettre en œuvre des mesures précises. Et c'est à ce moment-là de l'évolution de la situation que des tensions ont commencé à apparaître entre les acteurs, tensions auxquelles nous nous sommes intéressés de façon plus précise pour essayer de mieux comprendre donc les divergences entre les deux collecteurs que vous voyez en gris sur le plan, donc le collecteur rive gauche et le collecteur rive droite. Il y avait donc une nécessité d'essayer, selon l'un des opérateurs, d'aller au plus rapide pour proposer des solutions sans perdre de temps. Donc ça, c'était le point de vue de Laïsa Lakumar. Par contre, avec une préoccupation environnementale plus marquée, un accent plus fort mis sur le caractère durable, souhaitait aborder différemment les choses. À partir de là, l'AISA a proposé une solution de rechange plutôt que d'avoir des collecteurs distincts, rive gauche, rive droite, d'avoir une solution alternative pour conserver les trois centrales de traitement et en permettant d'obtenir des taux de traitement des rejets qui seraient nettement améliorés. C'est pendant cette période 2009-2011 que les débats se sont poursuivis et qu'il y a eu des échanges donc autour des autorités, entre les autorités argentines et la Banque mondiale. Et finalement, cela a débouché sur des décisions. Nous pouvons dire donc que, en conclusion, dans ce territoire hydrosocial donc de la zone métropolitaine de Buenos Aires, des points de vue différents sur les façons d'organiser les différentes dimensions, eau, population et territoire se sont fait jour et mettent en lumière les tensions entre l'aspect politique sectoriel et l'aspect politique de l'environnement pour le bassin versant. L'AISA a dû adapter son programme d'action pour mieux prendre en compte la dimension environnementale conformément aux exigences de l'ACUMAR, mais il y a quand même une logique qui reste concentrée sur l'approvisionnement en eau et sur le fait de lever les limites à la production. Davantage de précautions ont été intégrées plus récemment au processus de production des eaux urbaines, mais il nous faut encore aborder de façon plus globale l'examen des données pour alimenter la réflexion autour de la validité donc, de ce modèle de mission hydraulique. Et l'oratrice a terminé d'enregistrer sa vidéo et remercie ceux qui l'écoutent. Nous avançons, nous avons pris un petit retard. Donc j'invite maintenant Monsieur Thierry Métro à faire, à présenter. Oui, bonjour. Ok, je démarre si vous voulez. Okay, allez-y. Ok. Thierry Métro, donc fondateur de l'agence ATM, bureau d'études spécialisé dans la gestion de l'eau pluviale dans les opérations d'aménagement. C'est un bureau d'études qui comprend des ingénieurs, des architectes et des paysagistes. Je vais présenter... c'est pas le bon... je suis désolé, mais ce n'est pas le bon PowerPoint qui est mis en place. C'est celui de demain que vous avez mis et pas celui d'aujourd'hui. Bref. Est-ce que la technique m'entend?
Oui. D'accord, donc en tout cas, je vais continuer et peut-être le PowerPoint va venir. Le PowerPoint va venir. Très bien, mais je vais continuer. En fait, voilà, nous avons donc répondu à un appel d'offres qui a été lancé c'est en 2018-2019, maintenant 2019, je pense. Lancé par les services de l'État régionaux et départementaux, ainsi que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, sur le territoire de l'agglomération Aix-Marseille-Provence, qui est presque un département entier, hein, qui est presque le département des Bouches-du-Rhône, avec cette thématique qui était la ville perméable. Et donc, la ville perméable, on s'est dit que surtout aujourd'hui, c'est un peu courant comme expression, mais en 2018, ce n'était pas encore très courant, et surtout en milieu méditerranéen, français, Marseille, il suffit de s'y promener pour voir que c'est quand même une ville extrêmement minérale, et d'ailleurs, globalement, la ville latine, la ville méditerranéenne, est une ville assez minérale. Et donc, c'était un vrai enjeu pour nous de travailler sur cette thématique de la ville perméable. Et du coup, ce travail, et ce qui nous a beaucoup séduit, et c'est pour ça qu'on avait répondu à l'appel d'offres au-delà du thème, c'est aussi que la volonté de la maîtrise d'ouvrage, c'était de partir du terrain, de partir de l'arpentage, de marcher dans la ville, d'amener les acteurs à faire cet arpentage. Et pour moi qui ai appris le métier il y a maintenant pas mal de temps, par justement le terrain, c'était quelque chose qui m'a beaucoup séduit parce que j'ai tout appris par le terrain, moi, personnellement. Et donc, et je pense que c'est une connaissance qu'on a, une connaissance physique des choses qui est très durable. Et donc là, l'idée, ça a été de prendre 3 sites tests sur ce territoire et de faire cet arpentage sur ces 3 sites tests. Les 3 sites, c'est des sites importants. Aix-en-Provence, 300 hectares, un quartier déjà urbanisé sur un bassin versant qui se jette dans une rivière qui s'appelle l'Arc. Deuxième site, c'est une grosse zone d'activité des années 50 de 300 hectares aussi à Aubagne-Gemenos. 300 hectares et qui se jette aussi dans un cours d'eau, évidemment. De toute façon, les cours d'eau étant les exutoires naturels de ces territoires, des territoires en général. Et puis, le 3e site, c'est Coudoux, toujours sur ce territoire de la métropole, avec la création d'un écoquartier de 20 hectares, mais écoquartier, tout écoquartier qu'il est, il s'implantait sur un chemin d'eau en cas de très gros orages. En fait, on est sur une petite alvègue, et donc il fallait trouver comment aborder cette question de l'aménagement dans ces territoires. Ouais, merci beaucoup. Donc, du coup, on va passer, voilà. Et puis, non, c'est très bien ici. Merci beaucoup. Précédente, merci. Et du coup, la première thématique que l'on a développée, c'est déjà de dire, attention, c'est très joli de parler de la ville perméable. C'est un vocable aujourd'hui qui est d'ailleurs très important, qui est une sorte de slogan. Ça permet de parler à toute la population de façon simple. Et de dire que voilà, la ville, il faut aussi qu'elle soit perméable, ça parle du verre, ça parle du sol. Mais il ne faut pas, et c'était un peu ça le sens de notre démarche, c'est de dire, c'est pas que faire en sorte que la ville soit perméable. Si aujourd'hui on a des inondations, ce n'est pas que parce que nos villes ne sont pas perméables, c'est aussi parce qu'on n'a pas su construire cette ville autrement. Parce qu'il y a un autre élément très important qui n'apparaît pas dans le mot perméable, c'est la déconnexion, en fait. Et on peut très bien assumer du minéral si ce n'est pas forcément connecté au réseau. Et ça a été tous les échanges un peu de langage, mais en tout cas qui sont importants, c'est-à-dire ville perméable, certes, mais c'est aussi la ville déconnectée, c'est-à-dire que les bassins versants, les surfaces minérales ne sont pas forcément contradictoires avec la gestion de l'eau. Il faut les assumer, mais par contre, on ne les raccorde pas systématiquement au réseau. Et du coup, quand on commence à parler comme ça, et qu'on parle en fait d'une vraie politique urbaine et d'une vraie politique d'aménagement, eh bien, ça revient à dire l'eau pluviale, c'est pas
c'est pas qu'un problème d'assainissement ou de gestion de l'eau, c'est une problématique d'aménagement, c'est une problématique de construire la ville. Et donc, l'arpentage a été très, très important pour aborder ces questions de l'aménagement. On peut passer à la suivante parce que c'est… Merci beaucoup. Et en fait, par exemple, je prends cet exemple-là, on marche dans la ville, là, par exemple, c'est à Aix-en-Provence. C'est une rue, donc, avant, on va dire, avant les années, au début du XXe siècle, cette rue, la petite carte postale que vous voyez, eh bien, en fait, elle est très urbaine. On a déjà une urbanité et pourtant, l'eau pluviale n'est pas connectée. On va laisser du temps au chemin de l'eau, et pourtant, on n'est pas non plus dans de la désimperméabilisation en quelque sorte. On est sur une certaine minéralité, mais on n'est pas sur une connexion. On est sur des chemins de l'eau à ciel ouvert, on est sur le long parcours de l'eau, et en fait, on a une incidence importante sur les problématiques de ruissellement et sur les problématiques d'inondation. On passe aux années, on va dire, après les années 60, où là, on a la même rue quasiment et pas forcément plus d'urbanité, si vous voulez. Et pour autant, on est hyper raccordé au réseau. Et du coup, là, on a des temps de concentration très, très courts. Moi, je ne vais pas parler d'hydrologie, et ça provoque ces problématiques d'inondation. Et pourtant, on a la même ville en quelque sorte. Et ça a été tout le discours qu'on a essayé d'avoir, c'est ne pas opposer le vert, le pas vert, l'urbain, le rural, etc. Et en fait, plutôt arriver à comprendre comment construire la ville, voilà, on va dire la ville de demain en quelque sorte. On peut passer à la prochaine, à l'autre slide, s'il vous plaît. Et en fait, donc on avait identifié 3 enjeux dans ces arpentages sur les 3 sites. Premier enjeu, la résilience et l'adaptation de la ville face au changement climatique. Il faut savoir que ces arpentages ont fait l'objet par la suite après d'ateliers de travail et d'échanges, aussi bien au niveau local, donc sur les territoires qu'on a étudiés, mais après des ateliers au niveau métropolitain où les acteurs locaux participaient aussi, mais on avait aussi des acteurs métropolitains. Donc, 3 enjeux définis. 1, la résilience et l'adaptation de la ville au changement climatique. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Aussi, un élément très important, c'est la notion d'interstice, d'interface du tissu urbain comme étant des opportunités importantes à saisir pour cette gestion de l'eau de pluie. Je prends un exemple tout bête, les clôtures. Quand on commence à faire le linéaire de nombre de clôtures, et ça représente un linéaire extrêmement important. Il suffit juste de travailler sur ces clôtures, sur ces interfaces, et déjà on a une énorme potentialité d'outils de gestion de l'eau à l'échelle urbaine, sans faire la révolution urbaine en fait, sans changer trop de choses, simplement en changeant les limites, en travaillant sur les limites. Déjà c'est intéressant. Et puis le 3e enjeu, c'est les chemins de l'eau. Et ça, c'est l'arpentage qui peut aussi le mettre en évidence. Ces chemins de l'eau, c'est talweg urbain, ça peut être des anciens cours d'eau, mais c'est aussi tout simplement des points bas. Et ces chemins de l'eau qui sont naturels peuvent être respectés, doivent être respectés, en tout cas doivent être identifiés. Et ça, c'est très important. Slide proche, merci beaucoup. Le site 1, donc Aix-en-Provence, donc un site qui fait donc 300 hectares et qui se jette, enfin qui est très ponté et qui a, vous voyez, un trait plus gros, c'est une autoroute, c'est pas un cours d'eau, c'est une autoroute, mais qui, comme par hasard, longe le cours d'eau. Mais en fait, voilà, on a un site qui est ponté vers le cours d'eau. On peut passer à la slide. Et en fait, ce site, eh bien, il est géré en eau pluviale très classiquement avec des tuyaux. Et comme on a des très fortes pentes et qu'on peut avoir des pluviométries relativement importantes, on est au milieu méditerranéen, et bien, en fait, on a en débouché en cours d'eau des très, très gros ouvrages. Et c'est ça qu'on a. Et donc, dans cet arpentage, là, au départ, on est parti de la rivière et on est remonté jusqu'à l'amont et on a essayé de voir comment aborder la question de la gestion de l'eau depuis l'amont vers l'aval de façon différente. Et quand je ne vais pas insister là-dessus, mais quand on a fait cet arpentage, il y avait tous les métiers on va dire, de la puissance publique qui étaient dans l'arpentage. Il n'y avait pas que les gens de l'urbanisme ou que les gens de
l'assainissement, il y avait autant des gens de voirie, il y avait aussi des associations, mais il y avait aussi tous les métiers de la ville qui étaient représentés. Et c'était intéressant de discuter en faisant cet arpentage, en croisant les métiers. Et c'est ça, ça a été ça la richesse de cet arpentage d'ailleurs. On peut passer à la slide suivante. Et donc, petit à petit, grâce à cet arpentage, on a commencé à aborder la notion de déconnexion et la notion de bassin versant à déconnecter. Et ne pas aller dans le sens de la pente, travailler sur la perpendiculaire, travailler au lieu de canaliser, eh bien plutôt diffuser. Ne pas forcément aller directement vers ces chemins de l'eau, mais au contraire laisser une sorte de divagation à l'eau. On peut passer ah oui, pardon, juste, oui, et on a travaillé sur les trois sites qui sont sur la cartographie qui est à gauche, plus précisément, et c'est là qu'on a fait des ateliers de projet avec ces mêmes acteurs qui ont fait l'arpentage. On a fait la phase diagnostique et après la proposition de projet en croisant les métiers encore. Et du coup, et en fait, on a fait des projets en phase esquisse qui permettaient de gérer l'eau de façon perpendiculaire, de façon diffusée et surtout de façon, on va dire, multifonctionnelle et de travailler aussi sur des différentes typologies de plis. Enfin, voilà, on a fait en gros un peu la base de l'eau, de l'hydrologie urbaine dans les projets d'aménagement, mais avec des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs de l'eau. Et c'est ça qui était assez intéressant. On peut passer à l'autre slide. Deuxième site, c'est le site de Coudoux. Donc 20 hectares, écoquartier en limite du village. Et donc, qui est cet écoquartier qui était un ancien champ, et en plus sur un chemin d'eau d'ailleurs qui a été identifié via une étude hydraulique qui avait été faite quelques années auparavant. Et là, l'idée, on peut passer à la slide suivante, a été, et comme d'ailleurs sur les trois sites, mais là je prends une thématique différente sur ce site-là, l'idée a été de dire, mais comment était fabriquée la ville méditerranéenne? C'est quoi la ville méditerranéenne? C'est quoi la culture de l'eau en Méditerranée? Alors, pour les gens qui sont français et qui m'écoutent, nous, on était un bureau d'études parisien et donc déjà, on ne connaît pas les grandes pluies diluviennes du milieu méditerranéen, mais en plus, il y a une culture de l'eau en Méditerranée, il y a une vraie culture méditerranéenne que nous, Parisiens, on n'avait pas forcément, en tout cas, qu'on ne maîtrisait pas tout à fait. Et en fait, on avait d'ailleurs, on était un peu gênés d'aborder ces questions alors qu'on avait fantasmé sur la culture méditerranéenne de l'eau. En fait, on s'est rendu compte en réalité qu'une opération d'aménagement à Marseille ou une opération d'aménagement à Paris, c'était aujourd'hui les mêmes matériaux, les mêmes approches, les mêmes calculs. C'était la même chose en fait. Tout a été standardisé. Et quand on commence à parler avec des acteurs plus locaux, alors qui se gargarisaient de cette culture méditerranéenne, eh bien en fait, on se rendait compte, on s'est rendu compte que cette culture méditerranéenne urbaine et cette culture de l'eau n'existait plus vraiment et qu'il a fallu la retrouver. Et aller jusque même sur la ville médiévale et retrouver des vocabulaires de construction de la ville qui prenaient en compte ces éléments de l'eau qu'aujourd'hui, et d'ailleurs de la sécheresse aussi et de la canicule. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de la ville méditerranéenne médiévale parce que justement, tout a été complètement standardisé et on a tout oublié. Et donc, on a essayé de faire réapparaître ce patrimoine, notamment, par exemple, les murs en pierre sèche, les calades que vous voyez sur la photo du milieu, calades qui permettent de minéraliser, mais en même temps de ralentir un peu l'eau et surtout d'avoir un sol vivant en dessous. En fait, on est sur une certaine porosité et en même temps, on est sur une très forte minéralité et une très forte urbanisation. Voilà, une très forte urbanité. Et on peut passer à la slide suivante. En fait, on a retravaillé donc l'écoquartier en intégrant justement cette culture de la terrasse, cette culture de la restanque, cette culture,
On appelle ça là-bas, le mur en pierre sèche s'appelle le Bancao. Et en fait, on a retravaillé tout un projet urbain à partir du Bancao, justement, qui nous permettait de travailler sur les limites publiques-privées, qui nous permettait de délimiter des parcours de l'eau, enfin, qui nous ont permis pas mal de choses, et aussi d'ailleurs de fertiliser les espaces, parce que ça sert à ça au départ, les Bancao. C'était un vocabulaire agricole qui est devenu après un vocabulaire urbain, mais qui permet justement cette fertilisation et cette terre nourricière. Et site 3, donc c'est la slide d'après, Aubagne-Giménos, zone d'activité 300 hectares, très imperméabilisée, vous voyez la photo en bas, et pourtant un paysage magnifique autour, mais personne ne le voit, parce qu'on ne voit que la zone d'activité quand on est dedans. Et en fait, elle semble très moche quand on arrive, et pourtant quand on commence à justement, encore une fois, à arpenter, on se rend compte qu'il y a un patrimoine hydraulique extrêmement intéressant. En fait, comme on est en zone inondable, les palus, ça s'appelle le territoire des palus, donc une zone à moustiques, une zone de marécage, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi une zone d'activité aujourd'hui. Eh bien, les anciens, ceux qui ont fait ce projet dans les années 50, ont travaillé l'eau de façon extrêmement moderne, je trouve, parce qu'ils ont tout à ciel ouvert et en faisant des sortes de canaux en béton. C'est ce qu'on appelle les slides d'après, pardon, excusez-moi. Les trapèzes, ce qu'on appelle les trapèzes, qui sont des sortes de canalisations à ciel ouvert en V. Mais il y a aussi une lagune, il y a aussi il y a aussi un cours d'eau, presque un contre-cours d'eau qui suit le cours d'eau naturel, qui est l'exutoire. Bref, quand on a commencé à cartographier tous ces espaces-là, eh bien, en fait, c'est un support de trame bleue, trame verte et bleue, on peut dire trame verte et bleue comme ça, qui est très intéressant. Et de ce fait, on a pu bâtir toute notre démarche aussi sur ce patrimoine, pourtant ce patrimoine industriel qui était décrié, mais que moi, personnellement, j'ai trouvé d'une grande modernité, parce que justement, c'est aujourd'hui comme ça qu'il faudrait qu'on travaille ces zones d'activité, avec d'autres, si vous voulez, d'autres approches de paysage, mais en fait, le fond, ce serait la même chose en réalité. On peut passer à la slide d'après. Et en fait, on a retravaillé donc les espaces publics en associant ces problématiques de mobilité, de stationnement. Enfin, il y a énormément de problèmes urbains sur cette zone d'activité, mais à partir de la gestion des eaux pluviales. Et donc, du coup, cette gestion des eaux pluviales a été le support d'une approche sur la mobilité et d'une approche sur le fonctionnement urbain de la zone d'activité. On peut passer à la slide d'après. C'est juste un exemple, mais en fait, on est reparti des trapèzes, on est reparti de tous ces chemins d'eau à ciel ouvert. On est reparti aussi du rapport public-privé, c'est très important parce que dans une zone industrielle comme ça, le grand de l'espace, 80% de l'espace, c'est de l'espace privé. Donc, ne travailler que sur les espaces publics est une erreur en fait. Il faut aussi pouvoir travailler sur l'espace public, sur l'espace privé, en donnant l'exemple grâce à l'espace public. Et donc là, on est reparti sur le travail sur les espaces publics en faisant en sorte que les systèmes de gestion de l'eau soient support de mobilité douce, notamment, parce qu'on avait un site en commun, un site propre qui arrivait et donc qui allait bouleverser les différents usages de cette zone de 300 hectares. Et du coup, il fallait pouvoir travailler sur une modification de la mobilité. Et en fait, le réseau à ciel ouvert de gestion de l'eau pouvait offrir tout un système de mobilité douce, vélo, piéton, pour avoir accès à ces transports en commun qui desservaient la ville, le quartier. Donc, ça a été abordé. Et d'ailleurs, on est en train d'y travailler encore aujourd'hui dans le cadre d'autres missions. On peut passer à la slide d'après. Et du coup, alors, une fois qu'on avait travaillé sur ces 3 sites, et ces 3 sites ont fait l'objet de 3 ateliers, état des lieux, diagnostic, proposition, et à chaque fois, ces ateliers faisaient l'objet de séminaires au-dessus, des séminaires métropolitains pour justement gagner en échelle, enfin pour prendre un peu de la distance et développer une stratégie partagée, aussi bien par les acteurs locaux,
du territoire que par les acteurs métropolitains. Et ça a été très important parce que du coup, ça a créé une synergie qui a fait qu'en fait, même le local a porté l'échelle métropolitaine. Et ça a été fondamental dans la stratégie de l'étude. Elle a duré 1 an et demi, ça a été une longue étude, longue démarche. Donc 13 mesures phares, je ne vais pas trop les citer, mais qui sont des choses très concrètes et répertoriées sur 2 chapitres, la gestion de l'eau pluviale à ciel ouvert et le cadre de vie, et puis la déconnexion des eaux pluviales en distinguant les différents niveaux de pluie. Et là-dessus, on a bâti des mesures. Je ne sais pas, par exemple, obliger une gestion à ciel ouvert pour toutes les nouvelles opérations d'aménagement. Intégrer, voilà, mesure 8, intégrer les éléments du patrimoine méditerranéen naturel et culturel dans la gestion des eaux pluviales. On a parlé de patrimoine fonctionnel et non pas. Donc, le patrimoine méditerranéen, ce n'est pas un patrimoine touristique et esthétique qui fait joli, c'est aussi un patrimoine fonctionnel et donc presque obligatoire, entre guillemets, si on veut continuer d'aborder la question urbaine. Et puis, slide d'après. Donc, ces 13 mesures phares sont accompagnées de 5 outils, dont le premier qui est la création d'une maison de l'eau. Maison de l'eau qui est venue, cette idée est venue du fait que, en réalité, l'étude, la démarche des 1 an et demi d'études s'est faite comme si on avait créé cette maison en fait, de dialogue avec les services de l'État, avec l'agence de l'eau, avec la métropole, les villes. Monsieur Métro, oui. On arrive à la fin parce que... Très bien. Okay. Très bien, ok. Et puis donc les 5 outils, identification des trames vertes et bleues, une orientation, une OAP, hein, et voilà, un guide chart, et puis un carnet d'entretien. Voilà. On peut passer à la slide. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Métro. Je pense qu'on vous posera une question à la fin, justement assez intéressant. J'invite maintenant M. Joshua Gallegos. Je ne sais pas si c'est la correcte prononciation. Lui, il travaille maintenant, il est responsable du volet qualité de l'eau, Field Factors aux Pays-Bas. Et il va justement nous présenter justement, et c'est déjà marqué sur un usage de l'eau pluviale in megacities. S'il vous plaît, Monsieur Joshua, the floor is yours. Good morning, good afternoon, everybody. Bien, bonjour à toutes et à tous, quelle que soit l'heure là où vous vous trouvez. Je m'appelle encore une fois Joshua Gallegos et je m'adresse à vous depuis l'Université technique de Delft, aux Pays-Bas. Je travaille actuellement donc avec une petite entreprise qui s'attache dans un domaine analogue, celui qu'évoquait Monsieur Métro, donc à la gestion des ressources en eau. Et nous allons donc aborder aujourd'hui la notion de zone tampon urbaine. Alors, il y a énormément de choses qui nous amènent à nous intéresser à ces questions. Pour envisager de telles zones tampons urbaines, on peut évoquer les températures extrêmes, des longues périodes de sécheresse, même aux Pays-Bas. On observe ces phénomènes et chacun connaît bien la nature de ces problèmes, que l'on travaille dans différents domaines, que l'on soit opérateur, spécialiste de l'urbanisme ou d'autres aspects. C'est une question de nature tout à fait interdisciplinaire qui implique
que des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble puissent apprendre à le faire en apportant chacun leur contribution propre, qu'elle soit de nature technique ou sociale. Et nous le savons, les eaux de pluie restent très largement inexploitées alors qu'il est dans les villes. On a tendance à continuer de s'appuyer sur ce paradigme traditionnel qui voudrait que les eaux de pluie sont destinées à être canalisées et à se déverser dans les fleuves. Mais il s'agit donc d'aborder les choses autrement, car nous avons là une opportunité. Vous le voyez sur la droite, donc pour la ville de Rotterdam, il y a des périodes une pluviométrie abondante et d'autres où celle-ci est nulle. Il est donc important également de pouvoir accompagner et promouvoir des villes plus vertes avec la mise en œuvre donc de la végétalisation des toits ou des murs, par exemple, et cela permet donc d'avoir accès à des ressources en eau qui ne sont pas forcément de l'eau potable. Et il y a néanmoins un stress, un fardeau qui porte sur les eaux potables. Néanmoins, il y a des utilisateurs d'eau urbaine qui ont besoin de volumes importants, mais pas nécessairement de qualité potable. Nous savons qu'il y a déjà des zones pavées, des zones imperméables qui sont très étendues dans les villes et qui peuvent être utilisées de même que les infrastructures de drainage pour la collecte des eaux. Alors, dans le Randstad, les 4 provinces du Randstad aux Pays-Bas, nous mettons en œuvre différentes techniques, collecte des eaux de pluie, biofiltration, mais également stockage et récupération dans les aquifères pour traiter cette question des excédents d'eau ou éventuellement des pénuries d'eau et également la question des îlots de chaleur urbains. Alors, nous travaillons sur une approche conceptuelle qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran avec les 5 étapes qui apparaissent, la collecte. Tout d'abord, il s'agit donc de déconnecter un drain qui débouche typiquement sur un égout pluvial, un collecteur pluvial, et de réorienter les eaux vers un stockage temporaire, cuve tampon, qui permet ensuite de canaliser les eaux pour les faire passer par un processus de biofiltration et ensuite de procéder par infiltration grâce à la gravité pour que les eaux arrivent dans un stockage en aquifère. Ce n'est pas une technique particulièrement compliquée, mais grâce à la mise en œuvre de ces 3 aspects techniques, nous pouvons éliminer un certain nombre de limites qui sont propres, par exemple, donc, aux cuves de rétention tampons ou encore aux cuves pour les eaux pluviales qui ont des volumes limités. De même, donc, les terrains de biorétention ou les jardins de pluie rencontrent certaines limites liées à l'espace disponible, à la capacité de collecte. Il n'y a pas véritablement d'infiltration vers les aquifères en la matière. Par contre, cette technique de stockage et de récupération dans les aquifères, ou d'ASR d'après son sigle anglais, présente un certain nombre d'avantages, même s'il faut au préalable traiter l'eau afin d'éviter donc un engorgement ou un colmatage des puits. Nous avons donc travaillé sur une zone d'environ 3,5 hectares. Vous voyez qu'il s'agit d'un
petit stade avec pour l'essentiel une zone de parking et une surface de toiture. Voici une image de la cuve de stockage temporaire qui a été installée à côté du terrain d'entraînement. Là, vous voyez le biofiltre qui est intégré à l'espace concerné. Nous avons retenu des espèces de plantes adaptées et des caractéristiques architecturales qui rehaussent encore la qualité spatiale de l'ensemble. Et le stockage en aquifère n'est pas visible, bien entendu. Il y a donc des puits qui sont utilisés aussi bien pour l'infiltration que pour l'abstraction ou le prélèvement plutôt, et qui passe par ces structures. Alors encore une fois, ce ne sont pas des mesures particulièrement compliquées à mettre en œuvre de façon isolée. Par contre, quand on les déploie conjointement, ça devient un petit peu plus compliqué sur le plan de l'organisation. Alors je voulais vous montrer cet organigramme où l'on voit apparaître les différentes parties concernées qui ont contribué à ce projet d'innovation néerlandais. Il y avait donc trois entités du secteur privé, entités commerciales, une spécialisée dans l'ingénierie, la modélisation, une seconde spécialisée dans les installations techniques permettant de déplacer l'eau en ayant recours à des pompes, à des programmations techniques. Field Factor travaille pour sa part sur l'aspect intégration architecturale et traitement et qualité de l'eau. Ces parties étaient coordonnées par le KWR qui apportait des orientations, notamment son service du transfert de connaissances en travaillant donc avec les autorités municipales, mais également le club de sport concerné. Et nous avons vu ainsi donc une coordination des efforts pour permettre la prise en compte des différents problèmes rencontrés, y compris sur l'aspect donc réglementaire ou juridique. Nous avons donc un certain nombre de préoccupations liées aux politiques et au cadre juridique, les normes en matière d'infiltration et les éventuelles interdictions s'y rapportant. Il y avait un manque de clarté en la matière. Il y avait également donc des normes de qualité de l'eau pour la réutilisation, prise en compte notamment des retombées, des conséquences pour l'aquifère et pour les autres utilisateurs éventuellement concernés. Le cadre juridique néerlandais porte essentiellement donc sur l'eau potable et sur l'eau destinée à l'horticulture. Il était donc important de bien cerner ces différents aspects pour la mise en œuvre de cette zone tampon. Le projet de zone tampon urbaine, ou projet UWB, donc, a permis de catalyser ces différentes dimensions et d'apporter des éclairages pertinents. On constate différents défis. Tout d'abord, le fait que l'analyse de qualité de l'eau certifiée ISO est coûteuse. Ensuite, un manque de clarté quant à la fréquence d'échantillonnage à retenir. Les municipalités peuvent trouver prohibitifs les coûts qui entrent en ligne de compte pour un tel suivi à large spectre. Il y a des profils de risque qui peuvent varier très largement selon les types de quartiers concernés ou d'activités concernées, et puis il est difficile d'automatiser le suivi, la surveillance des pollutions. Souvent, les textes existants sont
porte sur la réutilisation des eaux usées. Or, nous utilisons une eau de meilleure qualité que ces eaux usées. Et enfin, un dernier défi, les modèles d'activité des compagnies des eaux ne reposent pas sur la notion donc, de valorisation de quantité importante d'eau de pluie qui pourrait venir remplacer un certain nombre des eaux donc, qui sont achetées par la compagnie des eaux. Alors, quand on regarde plus largement ce qu'il en est, de façon globale, on constate que la qualité qui correspond à de l'eau potable n'est pas nécessairement pertinente pour des applications non potables. Les questions de responsabilité sont mal définies, souvent pour les installations publiques. Il n'est pas forcément évident de mettre en phase les exigences techniques avec les risques liés à ces sources d'eau alternatives. Il faut donc pouvoir aborder la gestion des eaux souterraines en tant que ressources publiques. Il faut également mettre l'accent sur la dimension régionale plutôt que locale pour ce qui est de la gestion des eaux souterraines. Et nous allons passer donc à la page suivante. Merci. En conclusion, je dirais que nous avons pu collecter environ 15 000 mètres cubes d'eau de pluie pendant la première année de mise en œuvre de cette zone tampon, ce qui a suffi pour l'irrigation du champ, du terrain pendant toute une année pour ce terrain de sport. Il y a des coûts faibles, une faible technologie également qui portent leurs fruits, qui sont efficaces en termes de pré-traitement grâce à la biofiltration. La question de la propriété se pose et reste pertinente pour les eaux de pluie quand on réfléchit donc aux toitures, aux propriétaires de ces structures et à la façon dont on peut obtenir une autorisation de la part des acteurs publics ou privés qui en sont propriétaires. Et enfin, ce manque de capacité pour l'exploitation et l'entretien de tels systèmes. En conclusion, nous observons que les eaux de pluie recèlent un potentiel considérable en tant que nouvelle source d'eau non potable avec différentes applications possibles dans les grandes villes. Et enfin, depuis la présentation de notre contribution à Omega, nous avons donc pu poursuivre avec la dynamique les 4 systèmes que nous avions déjà mis en œuvre en Espagne et aux Pays-Bas. Il y en a désormais 10 autres qui sont en cours de développement. Merci beaucoup à vous, Joshua, pour cette présentation passionnante. On n'aura pas le temps d'un débat, mais je voudrais quand même j'ai 2 questions à Joshua, mais on va faire comme ça, on va poser les questions et les présentateurs d'aujourd'hui auront, après la réponse de Joshua, 1 minute à la fin pour le mot final. So, Joshua, I have 2 questions for you. And, donc, 2 questions pour vous, Joshua, mais très rapidement, puisque nous avons peu de temps. Si vous pouviez répondre en l'espace d'1 ou 2 minutes simplement. Première question qui est posée. Titola Bright, yeah, Oridami. Do you think this type of concept can... Par Oridami, est-ce que vous pensez que ce type de concept pourrait être mis en œuvre en Afrique? Et puis, une autre question de Salidonici. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre de telles techniques avec des technologies à faible coût dans des pays sous-développés ou en voie de développement? Si vous pouviez donc répondre en 2 minutes simplement, et puis nous donnerons ensuite à chaque orateur 1 minute
pour conclure. Merci, Joshua. Oui, donc en réponse à la première question, en réalité, les deux questions sont liées au contexte. Il nous faut effectivement évaluer le fonctionnement de tels systèmes dans des zones plus arides. Nous avons commencé à le faire dans la région de Madrid, où la dynamique des eaux est très différente, tout d'abord, mais où entrent en compte également d'autres facteurs, notamment de nature géologique, pour ce qui est du stockage des eaux et de la rapidité d'exécution. Pour ce qui est des faibles coûts, la collecte et le drainage ne doivent pas nécessairement impliquer le recours à des technologies coûteuses. On peut utiliser un nombre limité de pompes. Il faut néanmoins un approvisionnement, une alimentation électrique. Donc, ce n'est pas forcément une solution à très bon marché, mais je pense que l'on pourrait faire des choses analogues pour utiliser donc des structures d'infiltration un peu plus directe ou simple que la solution que nous avions retenue dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup. Merci, Joshua. Maintenant, en fait, je passe la parole pour un mot final. D'abord à Thierry pour de remarques, pour des conclusions finales, et après alors, à Florent et Laurence. Thierry, s'il vous plaît. Oui, eh bien, conclusion finale. Je peux dire qu'en fait, le slogan qu'on avait un peu dans cette étude, c'était de dire que le pluvial, c'est de l'aménagement. Et ça veut dire quand même, OK, c'est un slogan, mais au bout du compte, ça signifie, si on veut parler de ça, d'aborder la question de l'évaluation d'une politique d'aménagement liée à la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on l'évalue? Quand on est un service assainissement, on évalue avec des volumes, avec des débits, avec une métrique différente de la métrique de l'aménagement. Et quand on cherche à chaque fois à comparer une approche, on va dire douce, mais qui est à mon sens incontournable aujourd'hui, et une approche plus classique de la gestion de l'eau, quand on compare les choses, on prend des métriques qui ne sont pas comparables, donc du coup, c'est un débat qui est complètement biaisé. Quand je parle des murs en pierre sèche, comment peut-on parler des murs en pierre sèche à un service d'assainissement? Et pourtant, il est fondamental, ce mur en pierre sèche. Donc ça pose la question de notre transversalité des métiers, et aussi, quelque part, d'essayer de travailler sur de l'évaluation et des critères d'évaluation adaptés. Voilà, je m'arrête là. Merci Thierry. Je vous en prie. Assez intéressant. Bon, je passe la parole à Florent et Laurence, s'il vous plaît, si vous pouvez aussi présenter en fait Une phrase, 1 minute, même pas. C'est compris. Allez-y. Je rebondis sur les propos de Monsieur Métro sur un tout petit peu, mais sur cette notion, en tout cas, sur le sujet qu'on a présenté avec Laurence, sur la complémentarité. Voilà, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'on est 4 grands voisins qui avions cette mauvaise habitude de rester derrière nos frontières. Voilà, je vais le dire comme ça, et que en fait, chacun a ses faiblesses et chacun a ses forces. Et ce qui était vraiment ce qui est très intéressant, c'est que avec la solidarité, en fait, les faiblesses des uns peuvent être contrebalancées par les forces des autres, et que solidarité, entraide, même avec des tuyaux contraints et fermés d'eau potable, sur un service qui reste évidemment fondamental, c'est de l'eau potable, qu'on amène chez chaque usager, tout le temps, en permanence. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment la force de notre étude, c'est cette conclusion, c'est de se dire qu'il faut être solidaire entre acteurs, quelles que soient nos frontières, quels que soient nos types d'organisation, et que c'est cette complémentarité qui fait la force de la résistance, de la résilience et de la relance des grands services, en tout cas en région Île-de-France, sur la zone interconnectée de nos services d'eau potable. Merci bien. Je pense qu'on pourrait rester ici encore quelques dizaines de minutes, en fait, en discutant. Mais ça a été beaucoup intéressant.
les expériences présentées, en fait, les doutes présentés, les provocations. Mais en fait, à la fin de chaque présentation, il avait là l'adresse électronique. Donc, je pense que ceux qui sont encore, qui s'intéressent à approfondir le débat, ont maintenant les moyens, en fait, de contacter, en fait, tous les présentateurs. De ma part, en fait, ça a été un apprentissage. Je suis ravi, très content. Je remercie à tous et je pense qu'on a dépassé quelques minutes du temps, mais je passe maintenant à l'organisation en fait, pour la clôture finale. Merci à tous. Ça a été pour nous ici au Brésil pour la matinée assez intéressante et bon, à une prochaine. Merci à vous. Thank you very much, Mr. Cordero. Merci beaucoup, Monsieur Cordero. And ecosystem, the very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. Human life, our economy, new technologies are offering bold new ways the very to survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise in equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us.